Merci tout d'abord au comité scientifique de la MALF de m'avoir invité à partager avec vous quelques réflexions et en même temps de partager une expérience que nous avons réalisée concernant ce que nous appelons les maladies de surcharge, que j'ai voulu le réduire dans un seul mot, les diabécités, parce que ça réunit le diabète de type 2 et l'obésité. Vous savez très bien que presque 80%, 8 patients sur 10 qui présentent un diabète type 2 sont des personnes obèses. Un grand pourcentage de personnes obèses vont devenir diabétiques. Les sujets qui nous convoquent cette année, c'est l'espérance. Et je me souviens, en étant jeune étudiant de médecine et par la suite jeune spécialiste en diabétologie, on parlait de l'histoire naturelle du diabète. Et l'histoire naturelle du diabète type 2, elle n'était pas trop réjouissante parce que, quoi qu'on fasse à l'époque, ça aboutissait à la insulinothérapie. C'est-à-dire on assistait, en quelque part, à l'accompagnement de la diffusion de la perte de la sécrétion d'insuline par la cellule bêta. Et vous voyez ces deux phénomènes qui se manifestent dans la pathogénie de diabète type 2. Tout d'abord, vous avez une insulinorésistance qui est liée au surpoids, voire à l'obésité. Et puis, tout de suite, il y a une compensation de l'insulinosécrétion par la cellule bêta. Et puis, petit à petit, avec les années qui passent, il y a une sorte de diminution et épuisement de la cellule bêta. Et c'est là que ça commence à monter les taux de sucre dans le sang. Ces phénomènes actifs, dynamiques, étaient expliqués à l'époque par un mot que nous utilisons dans notre jargon, par le fait que la cellule bêta, qui est la responsable et en charge de la sécrétion d'insuline, allait à dépérir. Donc, l'apoptose de la cellule bêta du pancréas amenait à cette perte de la sécrétion d'insuline. C'est un dogme, c'est une réalité, c'est une vérité absolue dans la diabétologie. Et nous accompagner, dans ce contexte, nous avons accompagné nos patients à cet accompagnement vers l'insulinodéfaillance. Or, depuis quelques années, le paradigme de l'apoptose de la cellule bêta, il n'était pas si sûr que c'est là. Si on se remonte à l'histoire, on a eu dans quelques faits historiques, par exemple dans le siège de Paris dans la guerre prussienne de 1870, quelques médecins, chercheurs, ils ont constaté que les personnes diabétiques, suite à une restriction alimentaire importante, pourraient révertir leur maladie. Les prix à payer étaient excessivement chers parce que c'était des histoires de famine. Dans les années 90, suite à la chute des pays de l'Est, la population de Cuba a vécu des pénuries économiques et ce que je vous présente dans cette diapositive, dans la partie supérieure, vous avez d'une part, dans la courbe verte, une augmentation de la dépense énergétique. Il y avait presque plus de combustible et les Cubains ils se sont mis à faire du vélo et à marcher beaucoup. Donc, augmentation de la dépense énergétique, il y a une ligne rouge, une diminution de l'apport calorique. Qu'est-ce que ça a amené comme conséquence?
Ben, vous voyez dans la diapositive, dans la partie supérieure, vous avez en ligne verte une diminution de l'obésité, et par la suite, cette diminution de l'obésité a amené à une diminution de l'incidence de diabète et de la prévalence de diabète. Donc oui, c'est possible de revenir en arrière quand il y a des situations de modification radicale du style de vie. Là, en l'occurrence, imposée par la situation historique ou socio-économique. Sur ce principe-là, on dit, mais qu'est-ce que nous disent les évidences actuelles? Qu'est-ce que nous disent les évidences scientifiques actuelles? Est-ce qu'on peut révertir le diabète? Alors, il y a de plus en plus des évidences scientifiques qui montrent de façon assez claire que ces phénomènes de surcharge qui se produisent autant au niveau hépatique parce qu'il y a une alimentation erronée qui est trop riche en calories, trop riche en aliments industrialisés, en sucre raffiné, en produits qui contiennent beaucoup d'additifs, ça mène à une surcharge au niveau hépatique, ce que nous connaissons avec le nom de stéatose hépatique. Il y a également une surcharge au niveau pancréatique, donc une sorte de stéatose pancréatique qui aboutit à un stress de la cellule bêta. Si vous voyez dans ces diapositives, dans la partie juste au milieu, vous avez une cellule bêta accomplie, c'est-à-dire une cellule bêta qui est prête à sécréter de l'insuline. Lorsque l'environnement biologique, notre environnement à nous, ne subit pas de stress que nous appelons le stress oxydatif. Quand il y a une situation de stress oxydatif, c'est-à-dire une obésité, une surcharge pondérale qui amène à la production de radicaux libres dans l'organisme, la cellule bêta, en fait, elle ne va pas périr. Et ça, c'est probablement la bonne nouvelle de ce que nous avons constaté par la suite. Parce que c'est difficile, évidemment, quand il y a une cellule qui meurt, qui disparaît, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Et alors, c'est ce qui se passe quand il y a une situation de stress oxydatif au niveau de notre organisme. La cellule bêta ne va pas forcément aller vers ces cellules grises qui perdent la fonction pour laquelle elle était destinée à exister, c'est-à-dire la sécrétion d'insuline. Elle ne va pas aller vers l'apoptose, ou pas nécessairement vers l'apoptose. Elle ne va pas périr. Alors, ce qui se passe, c'est que, suite à ces situations de stress, la cellule bêta, elle supporte très mal le stress. Mais elle ne va pas mourir, elle va changer d'identité. Donc, ce changement d'identité va faire qu'elle perd d'une façon transitoire la capacité à sécréter d'insuline. Et cette perte transitoire de son insuline en sécrétion peut être restaurée si bien évidemment il y a une diminution de l'estress oxydatif ou si notre patient commence une modification de leur style de vie. Donc ça, c'est extrêmement important parce que sur ces principes de la modification de l'environnement, on peut véritablement s'attendre que les personnes diabétiques type 2 puissent revenir en arrière et guérir leur état métabolique en modifiant avec des mesures de modification de style de vie. C'était assez clair jusqu'à maintenant que les diabètes de type 2 étaient associés à une surcharge pondérale ou à une obésité.
Mais on ne connaissait pas trop le rôle spécifique de certains aliments ou de certaines substances qui pourraient développer un diabète. En 2020, on a beaucoup d'évidences, et dans le diabète type 2, bien que les erreurs alimentaires conduisent à une surcharge pondérale ou une obésité, on sait maintenant, et de plus en plus, qu'il y a certains aliments qui peuvent provoquer l'apparition ou l'activation de certains gènes qui peuvent être impliqués dans l'apparition du diabète. Il y a également certains aliments, heureusement, qui peuvent avoir un rôle protecteur par l'activation de certains gènes qui favorisent la sécrétion ou la restauration de la fonction insulinique. Et comme les choses ne sont jamais assez simples, il y a également, malheureusement, de plus en plus de polluants dans l'environnement qui participent également et qui vont interférer avec le bon état de santé de la cellule bêta. Cette histoire de révertir le diabète en mettant en situation de régime presque draconien, donc c'est impossible de le suivre dans la vie de tous les jours, heureusement qu'il n'y a pas que ça comme option thérapeutique. Et si le débat actuel, c'est de se dire, est-ce qu'il y a seulement la possibilité de perdre du poids et d'être en restriction calorique pour révertir le diabète? La question, ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'on peut proposer, suggérer aux personnes qui sont et qui ont déjà un diabète type 2 de modifier leur alimentation. Juste pour citer à titre d'exemple, parce que c'est très complexe cette partie de la nutrition et du rôle de certains aliments, de certains acides aminés qui contiennent les protéines d'origine animale, c'est vraiment très, très complexe. Mais il y a un élément qui a été très clairement mis en lumière, la leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui est très présent d'une façon très importante dans les protéines d'origine animale, donc dans les viandes, dans les produits laitiers, dans les œufs. Il est également, parce qu'il n'y a pas que des protéines dans le monde animal, il y a aussi également des protéines dans le monde végétal. Mais la concentration de leucine, elle est très pauvre dans le règne végétal, ce qui fait que si on cible une intervention thérapeutique en diminuant la consommation de protéines d'origine animale en bénéfice des protéines d'origine végétale, on peut s'attendre à observer des résultats qui vont être très bénéfiques dans la restauration de l'insulinosécrétion. Et ça, c'était assez clairement démontré par la meilleure compréhension que nous avons du rôle de la leucine et quel est son mécanisme physiopathologique qui amène à ce type de situation. Donc, pour le faire simple, pour ne pas compliquer cette partie-là qui est assez complexe, on peut dire que l'excès de leucine va activer une voie métabolique, que c'est la voie mTOR. L'activation de ces voies mTOR, elle est directement impliquée dans les phénomènes inflammatoires qui aboutissent à la diminution et à la disparition de la cellule bêta. Donc, une intervention thérapeutique qui puisse amener à une diminution de la consommation de protéines d'origine animale peut être parfaitement bénéfique pour restaurer ou protéger la cellule bêta de l'estress oxydatif induit par l'activation de ces voies suite à une surconsommation de protéines d'origine animale. Ce n'est pas étrange. Il y a quelques années en arrière, dans un congrès, la plénière de la conférence était donnée par un oncogène. C'est très important, l'incidence des cancers chez les personnes diabétiques type 2.
Et très probablement qu'il existe un lien qui commence à être mieux connu entre les complications du diabète, les complications macroangiopathiques, c'était l'infarctus, la maladie coronarienne, et également le cancer, est probablement un lien avec cette activation de la voie mTOR. Des données sont très solides. Il y a eu des études qui ont été réalisées qui montrent une association, et je dis bien une association, pas une corrélation, mais une association entre la consommation de protéines d'origine animale, notamment la viande, et l'apparition, l'incidence de diabète. Très probablement par ce mécanisme, donc on est en train d'élucider. Les protéines, la viande, peuvent être extrêmement agressives contre les cellules bêta par tous ces mécanismes qui sont signalés dans cette diapositive, entre autres donc, la présence de fer hémique qui peuvent induire une inflammation à bas bruit. Et vous savez qu'une inflammation à bas bruit est extrêmement délétère, autant pour l'insulinosécrétion que pour la diffusion endothéliale. Donc, plusieurs mécanismes qui expliquent le rôle de la consommation de protéines d'origine animale dans la genèse du diabète. Il est clair que la partie environnementale joue également un rôle très important dans l'apparition de l'épidémie d'obésité et de diabète. Et depuis quelque temps, les connaissances concernant les polluants organiques persistants montrent de façon assez claire également le rôle délétère dans la genèse du diabète. Alors, ce qui est curieux, ce qui est intéressant, c'est que la plupart, disons, si on veut véritablement diminuer la consommation ou l'exposition aux polluants organiques persistants, une des mesures thérapeutiques qui pourrait s'avérer très efficace, ça sera la diminution de la consommation de ce type d'aliments, car 90% ou plus de ces polluants organiques, ils sont dans les tissus gras des protéines d'origine animale. Heureusement, il y a maintenant, on parle beaucoup de la nutrigénomique. Qu'est-ce que c'est la nutrigénomique? C'est la capacité qu'ont certaines substances qui contiennent notamment les végétaux, les fruits, tels que le polyphénol et le flavonoïde, pour faciliter l'expression des gènes. Et ça, c'est extrêmement passionnant. C'est extrêmement passionnant parce que les aliments, ils vont agir comme médicaments pour stimuler la prolifération des gènes qui sont protecteurs, qui vont favoriser l'insulinosécrétion. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je vous mets ici quelques exemples. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ça, ce n'est pas le but de la conférence de cet après-midi. Mais vous voyez que dans la famille des flavonoïdes, on peut avoir une stimulation de plusieurs, grâce à des composants de ces aliments, vont agir directement en stimulant certains gènes qui favorisent ou qui participent soit dans la réplication de la cellule bêta, soit dans la transmission de signalisation ou dans la prolifération de la cellule bêta, avec une optimisation de l'insulinosécrétion. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que dans des études qui ont été réalisées, il montre bien des études qui ont été réalisées, j'acclare et je le dis bien, chez la souris ou dans les cultures cellulaires, on montre bien la surexpression de certains gènes qui favorisent la survie et l'insulinosécrétion. Il y a eu une étude comparative que c'était véritablement très intéressant, qui a comparé des effets, les résultats, avec des populations qui suivaient les recommandations diététiques éditées par l'Association américaine de diabétologie, l'ADA, versus une alimentation végane. Et ce qui sortait dans ces résultats, qui était très intéressant,
c'est que les recommandations concernant l'alimentation végane étaient beaucoup plus intéressantes du point de vue du contrôle métabolique, de la perte du poids et de la qualité de vie. Par ailleurs, certaines associations de diabétologie européennes et américaines ils recommandent d'une façon beaucoup plus importante une alimentation qui soit beaucoup plus ciblée dans la consommation de végétaux, de fruits, de légumes, en diminuant dans la mesure du possible tout ce qui est farine raffinée, des aliments industrialisés, et de diminuer la surconsommation des produits de protéines d'origine animale. Face à ces évidences, le but de l'intervention de nous, en tant que thérapeutes, ce sera véritablement de mettre la barre un peu haute en mettant comme objectif la réversibilité du diabète. Je pense que maintenant, on a des évidences scientifiques qui fondent cet objectif qui doit être véritablement le nord de notre action thérapeutique. On parle de réversibilité du diabète. L'association américaine a édicté justement les critères concernant la réversibilité. Et comme vous voyez, il y a des réversibilités dites partielles, complètes ou prolongées, en fonction des valeurs d'hémoglobine glycosylée, en fonction de la durée, et évidemment sans utilisation de médicaments. Tout ça, ça sera véritablement impossible si on ne prend pas en compte la nécessité d'une approche holistique, globale, dans la relation thérapeutique. Et cette relation thérapeutique qui est entre nous, en tant que soignants, nos patients et la maladie et le traitement. Donc, de pouvoir établir plusieurs types de relations, ça me semble fondamental pour amener dans un processus de modification radicale des styles de vie de nos patients. Relation de soins, quand nous établissons notre relation avec la maladie ou le traitement, une relation de soutien, quand on amène les patients, on accompagne dans ce processus de modification de vie, et, in fine, aider les patients, aider les personnes qui sont suivies par nos soins, d'établir une relation d'auto-soin, ce que nous appelons l'autonomie. Dans ce processus d'autonomie ou d'autogestion, on peut véritablement s'attendre à que nos patients puissent, dans un processus, modifier leur style de vie dans le but de diminuer l'incidence des maladies chroniques ou de mieux gérer les maladies chroniques. Face à ces constats, nous avons pris une option. Moi, je gère une association humanitaire en Amérique latine, en Équateur, que c'est mon pays d'origine, et nous avons pris l'option de proposer ces personnes diabétiques type 2 qui font partie, un petit groupe de patients qui font partie de l'association, de participer à un programme de 3 semaines qui était une partie soutenue par la clinique La Linière, donc je tiens à remercier. Et on est parti 3 semaines avec un groupe de 11 personnes diabétiques en leur proposant une modification radicale des styles de vie. L'équipe était conformée par des médecins, des psychothérapeutes, des nutritionnistes, des chefs de cuisine véganes, des maîtres de sport. Et c'était un collectif assez très riche, interdisciplinaire. Et la population était des personnes diabétiques type 2, donc avec un diabète qui n'était pas bien réglé, avec une hémoglobine glycosylée à 8,2%, donc véritablement pas au top. Si on dit que les objectifs, c'est que les personnes diabétiques, dans la mesure du possible, puissent avoir une hémoglobine glycosylée autour de 7%, donc on n'était pas dans la cible. Il y en avait des patients qui correspondaient à ce que nous appelons le syndrome métabolique, avec une hypertension artérielle, des lipidémies traitées ou pas traitées, mais pas tout bien. La plupart de ces patients étaient, vous voyez,
la population. L'objectif de l'intervention, c'était de les aider à intégrer un nouveau style de vie, mais véritablement à long terme. Et je vais vous dire pourquoi c'était à long terme. Donc 3 semaines en communauté, dans un milieu éloigné de leur site de résidence, dans une ferme, éco-compatible, respectueuse de l'environnement, et puis qu'on a eu la chance véritablement de pouvoir accéder. Et on avait proposé une alimentation basée en produits d'origine végétale, atelier pour apprendre à préparer le repas, parce qu'on voulait véritablement que les personnes puissent préparer l'élaboration des plats, parce que souvent nous entendons, vous savez, c'est difficile de préparer une alimentation de ce type-là, de faire les sauces, enfin. Et puis, on avait aussi également pris l'option de proposer un jeûne intermittent, donc ces personnes qui mangeaient 2 fois par jour, à 9 h du matin et à 16 h, et on gardait un jeûne d'environ 17 heures. Atelier de cuisine, les personnes préparaient les repas, évidemment avec des produits qui étaient cultivés dans la ferme, des produits bio, où il ne s'utilisait pas des insecticides qui ont été quelque chose qui caractérisait le programme, c'est qu'on n'a pas voulu faire des restrictions caloriques, donc on avait 2 repas par jour, mais 2 repas par jour où les personnes mangeaient ad libitum, sans restriction, et des aliments qui étaient probablement, comme je disais tout à l'heure, des médicaments aliments, parce qu'ils avaient une bonne partie, avaient montré son effet positif, bénéfique dans l'expression de certains gènes, et c'était vraiment des aliments qui étaient consommés main ouverte. Les patients, ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais voulu faire 3 repas au plan de collation, ils se sentaient très bien tout le temps. On avait des cours à 5 h du soir, à 17 h. On n'a jamais vu des patients qui commençaient à s'endormir. Ils en avaient vraiment une énergie que j'ai très peu, je n'ai jamais vu un groupe comme ça. Donc ça, c'est des photos de repas qu'on faisait tous les jours. Hein. Donc autant le petit déjeuner que le repas principal, que c'était à 15 h. Et on faisait également de la marche tous les jours en étant à Jean. À 7 h du matin, on faisait une petite méditation, une réflexion, et on partait à marcher à 7 h 30 jusqu'à 8 h 30. À 9 h, on prenait le petit déjeuner. Moi, j'étais impressionné de voir certaines personnes, quand ils sont arrivés, on avait fait un test de 6 minutes de marche pour évaluer leur capacité physique. Et je marchais avec une dame qui me disait, vous savez, je pense que c'est trop tard pour moi, ce programme, ce n'est pas pour moi, je n'arrive pas tellement à marcher. Et en l'accompagnant avec une relation de soutien, avec une relation de soins, progressivement, elle a amélioré sa capacité et c'était vraiment très satisfaisant d'observer ça. Évidemment, on était avec la tête sur le guidon, donc nous, on ne voyait pas les modifications du tonus des personnes, de la façon dont ils étaient nés. Mais la propriétaire de la ferme, que nous avait vu arriver les premiers jours, elle est arrivée quelques temps après, et puis elle me dit mais c'est impressionnant ce qui se passe avec ces groupes. Bon, elle avait constaté, elle avait vu qu'effectivement les gens ils avaient perdu du poids, malgré le fait qu'ils n'avaient jamais eu faim. Et les personnes disaient, mais docteur, vous êtes sûr ce que vous êtes en train de nous proposer? Parce que je n'arrête pas de manger, je n'ai pas faim ici. Et petit à petit, ils ont vu les valeurs de glycémie qui commençaient à descendre. Et cette énergie que les envahissait, c'était assez impressionnant. On faisait l'activité physique avec ce qu'on avait la possibilité de faire. On n'avait pas des haltères pour exercer les triceps et libérer des myokines qui facilitent l'insulinosécrétion, mais avec les pierres qui en sortaient de la rivière, on marchait avec les pierres en faisant des exercices. Et c'était assez intéressant. Et puis
on s'adaptait véritablement à la situation. On faisait des cours théoriques d'éducation thérapeutique pour connaître et apprendre la maladie, comment mieux la gérer. Table ronde où les personnes exprimaient également leur vécu, la difficulté à vivre la maladie chronique, les difficultés éventuellement qui pourraient s'attendre une fois qu'ils allaient retourner à domicile, travailler un tout petit peu en amont la prévention de la rechute. C'était vraiment de grands moments de partage. Le programme était assez chargé. On n'avait vraiment pas le temps de se reposer, ni de se poser. Il y avait plein d'hamacs dans la ferme, mais ils ont été très peu occupés, très peu. Et puis, il y a eu quelque chose qui a fait comme une sorte de métaphore de ce programme. C'est qu'ils ont travaillé, ils ont mis la main dans la terre, ils ont renoué avec l'essentiel. Et puis, le lendemain que nous sommes arrivés, ils ont semé, ils ont mis des petites graines. Et à la fin de 3 semaines, ils ont récolté les fruits, mais ce n'étaient pas les carottes. C'était ces feuilles vertes qui sont tellement riches en vitamine C, en fer, en calcium. C'est incroyable. Ça s'appelle le blé d'eau. Et c'est un aliment richissime. Et c'était poussé comme ça, dans 3 semaines au bout de notre séjour, que c'était en quelque part la métaphore de récolter quelque chose qu'eux, ils avaient sémé tout au début du programme. On avait aussi, évidemment, cet aliment qui est tellement riche en polyphénol, le cacao bio. Donc, on prenait de temps en autre quelques boissons comme ça, ou des repas faits à base de cacao. Et c'était vraiment impressionnant parce que les résultats, ils sont là. J'étais surpris des résultats qui ont été obtenus par l'importance, la significativité des résultats. Même si c'était une intervention qui ne visait pas perdre du poids, mais vraiment plutôt de soigner le diabète. La plupart des patients, ils ont perdu du poids, ils ont perdu le tour de taille. C'était impressionnant de voir ça. La plupart des personnes, ils ont arrêté leur traitement médicamenteux. Il y en avait 3 personnes qui avaient un traitement insulinique, qui ont arrêté progressivement, sont diminués jusqu'à l'arrêt. Et on avait fait également un sondage concernant la qualité de vie et tout le monde exprimait leur bien-être. Donc c'était une intervention assez riche en termes de vécu. C'était tous les matins, avant de commencer la réflexion, la méditation. On prenait les paramètres, on prenait la glycémie, la pression artérielle, et on voyait au fur et à mesure que les jours passaient comment ça s'améliorait, tous ces paramètres. Et on avait amené, pour les gens qui regardent et puis qui sont familiarisés, on avait amené des glucosensors continus de glucose, et c'était impressionnant de voir comment les courbes se sont complètement aplaties, sans médicaments. Et ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant de voir constater ces résultats. Ça nous encourage beaucoup, ça nous raffirme dans notre conviction qu'effectivement une intervention visée sur la modification radicale des styles de vie est efficace, il peut donner des résultats qui peuvent être intéressants, et surtout que ces groupes de personnes, vous voyez la joie, ces groupes de personnes qui étaient tous à la base des omnivores, qui mangeaient beaucoup de produits industrialisés, qui mangeaient beaucoup de protéines d'origine animale, c'était vraiment des carnacés, peu de produits de céréales complets, peu de légumes, pas seulement de fruits,
Ils sont retournés à domicile maintenant avec la possibilité et les moyens que nous avons de garder le contact. Ils ont créé un groupe WhatsApp, que d'ailleurs ils sont connectés à la conférence, donc je veux le saluer. Buenas tardes a todos, estoy hablando de ustedes. Voilà. Et puis, ils ont tous continué à maintenir les changements de style de vie. Et je crois que les défis de la maladie chronique et les défis pour nous, tant qu'accompagnateurs d'un processus de modification de style de vie, passent par motiver nos patients à commencer une modification. Quand on le dit aux patients, quand on essaye de le sensibiliser, véritablement de se rassurer que ce qu'on a dit est bien entendu, bien compris. Et puis après, les patients de dire est-ce que c'est parce que c'est compris et que véritablement je vais agir, et si je vais agir, combien de temps ça va durer? Et je pense que tous les ingrédients et tous les défis et toute la complexité du suivi chronique se résument dans cette phrase. Voilà, je vous remercie pour les personnes qui sont en train de suivre la conférence. Je reste ouvert pour les questions, que ça sera, j'imagine, sur un autre modèle. Merci beaucoup.